Écoutez, bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue à PMCA et à cette journée. Alors, Frédéric Carvallet m'avait demandé d'introduire le programme de l'après-midi. Je ne vais pas faire ça, vous le ferez après, même si... Mais j'avais surtout envie, et l'occasion qui m'est donnée est propice, de vous faire part plutôt de ma vision et de mon témoignage par rapport au système d'information géographique et à cette journée. Alors le système d'information géographique à PMCA, je l'ai souhaité au cœur du dispositif. C'est-à-dire que je considère que lorsque je prends une décision, et Frédéric Carvallet me l'avait présenté un peu comme ça, donc je voudrais remettre un peu ma vision par rapport à ce qui peut être dit et pensé au système de décision. Je ne décide, finalement, je ne suis que la terminaison nerveuse d'une multitude de décisions. Et donc, ce qui m'inquiète et ce qui fait que j'ai souhaité placer ce dispositif le plus près possible de l'activité, c'est que le nombre d'intervenants dans le système ou dans ma terminaison nerveuse doit être fiable, sécurisé, conçu pour faire en sorte que chaque fois que le système de proposition se met en route, ce système de proposition qui est également un système de décision à mon sens, soit le plus fiable et le plus sécurisé possible. Donc à PMCA, le SIGE, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire de quelques-uns, c'est l'affaire de tous nos agents, et du technicien ou même de l'opérateur, puisqu'on a mis en place, je donne juste cet exemple, dans une réorganisation assez lourde sur nos systèmes de collecte, les opérateurs, c'est-à-dire que dans la benne, vous avez des systèmes d'information embarqués qui permettent d'avoir un système qualité et un système d'information qui déclenche des ordres et ordonnance un certain nombre de travaux d'une manière très particulière. Et donc, si ce système-là et si l'implication, j'allais dire, de la personne qui est derrière la benne et que l'on pourrait communément penser que c'est un métier très basique, mettre des poubelles dans un camion. Non, maintenant, cet agent-là participe à quelque chose de beaucoup plus important et participe à une qualité de service qui n'est sans commune mesure avec celle qu'on pouvait avoir avant sans ce système-là. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes dans un contexte, PMCA, enfin je peux en parler librement, mais je pense qu'un certain nombre d'entités de collectivités ont été confrontées au même genre de problème, où le contexte, nos environnements financiers, nos environnements législatifs avancent à une vitesse assez rapide, et la manière dont on peut y répondre dépend là aussi de notre qualité d'information et surtout de notre capacité à retriturer des informations dans des temps qui ne sont plus forcément ceux auxquels on était habitué. C'est cette approche-là que nous avons mis en place à PMCA et que nous allons continuer à développer, puisque à partir nous avons un CTP le 27 juin qui va faire en sorte que l'actuel système va être quasiment, du point de vue des moyens humains, doublé. Donc on y place une certaine importance. Et j'ai changé en aparté tout à l'heure pour tester, j'allais dire ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui, enfin il y a peu de temps, PMCA a mis en place un questionnaire à destination de l'ensemble de ses agents sur cette question du bien-être au travail. Alors, derrière cette question du bien-être au travail, la relation avec le SIGE, elle n'est pas forcément aussi claire que ça. Et pourtant, dans ce questionnaire, les réponses, puisqu'on a fait un panel, on est 800 agents à Perpignan-Méditerranée, un peu plus de 80 agents ont été questionnés en direct. Et c'est pour ça que je m'exprime là-dessus. Le système d'information géographique participe, a été considéré par sur l'ensemble des réponses comme un élément majeur de l'amélioration des conditions de travail de l'établissement. Et donc, si je fais un raccourci rapide, le système d'information géographique participe à l'épanouissement et au bien-être de nos agents. C'est incontestable puisque c'est une réponse large et massive. Ceci étant, on peut se poser la question pourquoi un outil apparemment assez technocratique, assez spécifique, qui nécessite une expertise aussi profonde que la vôtre,
suscite autant d'engouement sur les agents de Perpignan Méditerranée. Pour un petit peu tout ce que je viens de vous dire, on est dans des environnements où, et c'est bien que vous soyez tous là aujourd'hui, tous là avec des entités, des services de l'État, des services du Conseil général, de PMCA et même hors département, à venir partager ensemble quelque chose qui est un petit peu particulier, de la donnée, donc finalement de l'information. La partager entre vous, la décrire, la conventionner, la faire avancer. Et je pense que ça répond, c'est une vraie réponse au phénomène de repli que l'on constate un tout petit peu en ce moment par la crise que nous pouvons vivre. Et je pense que, alors je ne sais pas, c'était Sigeler qui le disait, cette initiative de réunir les gens dans le département des PO est peut-être assez exemplaire. Mais je pense qu'elle répond bien à ce besoin de solidarité, d'échange, qui vient en réponse à cette austérité, ce pessimisme et surtout ces interrogations. Et nos agents n'échappent pas à ça. Et ils n'y se sont pas trompés. En leur ouvrant, j'allais dire, l'accès large et complet à l'ensemble des données, on leur a permis, 1, du décloisonnement, 2, de s'apercevoir que finalement, l'information, ce n'est pas un secret. Enfin, en tout cas, ce n'est plus un secret, et c'est plus comme ça, en tout cas, qu'elle doit être vécue, elle doit être partagée. Et ensuite, peut-être même d'une manière un peu plus psychologique, elle permet de se repositionner à l'intérieur d'une structure qui est quand même toujours un peu nébuleuse, où le regard extérieur sur les fonctions que nous menons, notamment du citoyen lambda, est très lointaine. Et la réaction de nos agents de dire à quoi je sers, où suis-je, que vais-je, je ne suis pas reconnu, j'ai besoin d'exister, j'ai besoin que vous vendiez ce que je fais. Finalement, en interne, on a trouvé la possibilité, je ne dis pas à mon étonnement, mais en tout cas d'y apporter une réponse. Ça n'a rien à voir avec Inspire, avec les requêtages, etc. Mais je tenais à vous faire part de ce témoignage parce que la démocratisation de l'outil, tel que nous l'avons pratiqué à PMCA, est aussi un outil de cohésion. Je pense que dans le management, dans les choses qui peuvent faire en sorte que les collaborateurs, les agents d'une entité se retrouvent, tout est bon. La performance de l'entreprise, elle repose aussi sur la performance sociale de ses agents et la qualité ou le ressenti qu'ils peuvent avoir à exercer leur métier. Quand je suis bien, je produis plus. Alors c'est peut-être dur ce que je dis, mais je pense que c'est pas la performance qui fait le bien-être des agents, mais c'est le bien-être qui fait la performance. Je vais refermer cette parenthèse. C'était un point de vue peut-être latéral par rapport à vos questionnements et aux sujets qui sont les vôtres aujourd'hui, mais je voulais vous en faire part parce que ce n'est plus qu'un outil tactique ou un outil informatique. C'est bien plus que ça, ça devient un outil de management. Et cette transition-là, peut-être que vous l'avez déjà noté ou constaté dans vos organisations, mais je tenais à vous en faire part parce que nous allons nous appuyer aussi là-dessus comme outil de management et de décloisonnement. Voilà, Fred. Très bien, merci en tout cas pour cette présentation live, on va dire. C'est vrai qu'on retrouve un petit peu cet état d'esprit au niveau des agents de l'agglomération. On a des agents qui n'avaient pas accès aux données et qui aujourd'hui l'ont et peuvent travailler de manière plus efficace par rapport à leur mission. Ça, je vous confirme dans les étages que c'est un petit peu le retour qui s'en fait. Après, sur le contenu justement de ce qu'on peut trouver dans le SIG, sur Joueur Archipel, ça appartient à chaque direction, mais en tout cas, le fait est de mettre en place et de partager les données, toujours de manière sécurisée, mais pour que tout agent de l'agglomération ait accès à une donnée.
On va poursuivre donc sur la première intervention de l'après-midi sur l'actualité régionale en matière de géomatique. La meilleure personne placée pour faire cette intervention, c'est l'association Cigalaire, toujours Laurent Pigache aux manettes, et il va nous faire un petit peu état des lieux sur ce qui s'est passé depuis l'an dernier, les derniers JASTIG, sur l'actualité régionale. Merci. Donc, je rebondis sur l'intervention de M. Ferry. Je vous confirme que les PO sont le seul département du Languedoc-Roussillon à organiser une journée de ce type. Et je les félicite pour l'organisation et je salue la présence massive de vous tous. J'étais déjà venu l'année dernière et il y avait aussi une centaine de participants. C'est vraiment un succès à souligner dans cet événement assez unique. Je vais donc poursuivre l'exposé de ce matin sur les autres activités et les autres actualités de ces... Juste, une personne a oublié son sac au restaurant. Quelqu'un l'aurait récupéré? Oui, il est là. Il est ici. Merci. D'accord. Donc je vais poursuivre sur les différentes actualités de Cigalaire qui vous concernent bien sûr directement, puisque vous êtes les acteurs. Hein, sans vous, Cigalaire n'existerait pas. Donc plusieurs points. Un premier point sur le MNT et l'orthophoto. Et ensuite sur trois autres activités qui, à mon avis, sont importantes et peuvent vous intéresser et auxquelles vous pouvez avoir envie de participer, puisque je vous rappelle le principe de fonctionnement de Cigalaire par groupe de travail, hein, qui sont ouverts à tous. Donc j'aborderai le projet de référentiel adresse, j'aborderai l'imagerie satellitaire et l'occupation du sol, qui ont fait l'objet de pas mal d'innovations ces dernières semaines. Et donc je vais commencer par l'orthophoto et le MNT. Lorsque j'étais venu l'année dernière, je vous avais annoncé le démarrage de l'opération orthophoto régionale. C'est une grosse opération. C'est la plus grosse entreprise par Cigalaire depuis sa naissance il y a 20 ans. C'est aussi une initiative exceptionnelle au niveau national. Aucune région jusqu'à maintenant n'avait lancé d'orthophotographie à l'échelon régional, hormis, je crois, l'Alsace, mais sur 2 départements. Donc ça représentait un investissement lourd en termes financiers, mais aussi en termes humains, hein, puisqu'il y avait un travail de suivi intense. Et donc je vais vous donner des nouvelles de cette orthophoto. Très rapidement, je vous rappelle les spécifications qui avaient été fixées, en concertation bien sûr avec l'ensemble des membres de Cigalaire. Cette orthophoto, elle a fait l'objet d'une prise de vue à la fois couleur et infrarouge couleur, notamment pour tout ce qui est exploitation de la forêt. Et elle est à une résolution de 20 cm sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon. Là aussi, c'est une grosse performance, puisque jusqu'à maintenant, des orthophotos à cette échelle-là, à cette résolution-là, ça n'existait qu'au niveau départemental. A été associé à cette orthophoto, et aussi pour la créer, un modèle numérique de terrain corrélé au pas de 5 mètres. Là aussi, une opération lourde, très lourde. Pour mémoire, le MNT de l'IGN, c'est un MNT au pas de 25 mètres. Et encore, il est rééchantillonné à partir du MNT original qui est de 50 mètres. Donc ça vous donne le fossé, l'écart qu'il va y avoir entre le modèle numérique de terrain qui existait jusqu'à maintenant et celui-ci. Une opération lourde, puisque quand même, ça représente 19 000 images sur l'ensemble de la région. Alors on a eu beaucoup de chance, parce que après vous avoir présenté l'opération l'année dernière, on a lancé bien sûr la commande, et on a eu un mois de juin épouvantable. Celui de cette année, ça n'annonce pas beaucoup mieux. Donc un mois de mai et un mois de juin épouvantable. Et puis d'un seul coup, il s'est mis à faire beau, le 16 juin. Et notre prestataire, qui est au Pogeo 10, a mobilisé 3 avions pour pouvoir réaliser la prise de vue de l'ensemble de la région en un mois exactement. Pourquoi c'est important? C'est parce que c'est vraiment une garantie pour avoir la meilleure homogénéité des couleurs, des teintes de la végétation
sur l'ensemble de la région. On a déjà une région qui est très disparate, avec des paysages très diversifiés. Et c'était donc un challenge d'avoir une prise de vue réalisée dans les délais les plus brefs pour avoir la meilleure qualité possible à l'arrivée. Un peu plus technique, les dévers, c'est donc le recouvrement en fait, que l'on a entre les clichés. Donc 60-30% pour l'ensemble de la région et 30-30 pour les 10 villes. C'était pour améliorer la restitution, en fait, la qualité du modèle numérique de terrain. Et puis, ça parle plus, la précision. Donc en XY, en planimétrie, on a exigé une précision de 50 cm. Et en altimétrie, ça dépend des zones. C'est 30 cm en zone urbaine, 50 cm sur les zones périurbaines et rurales, et 1 mètre en montagne. Pour assurer la meilleure qualité possible du MNT comme de l'orthophoto. Un partenariat a été mis en place avec l'IGN qui assure tout le contrôle qualité et la recette des données. Et je salue son éminent représentant parce que ce contrôle qualité est effectué avec une rigueur impressionnante. Sur les 19 000 clichés, juste une anecdote, sur les 19 000 clichés, lors d'une réunion technique, de suivi technique, ils ont affiché le tableau d'assemblage en disant « il manque un cliché là ». Bon, il ne le manquait pas. Mais c'est pour vous montrer le niveau de détail et de finesse qui nous garantit vraiment un excellent produit à l'arrivée. Le prestataire travaille avec sérieux et le contrôle qualité est vraiment d'une rigueur particulièrement remarquable. Alors où en sommes-nous ? Eh bien, j'ai des bonnes nouvelles, puisque les PO et l'ODE ont été placés en priorité dans l'ordre de livraison, puisqu'on a mis un échéancier de livraison. Donc ce seront les 2 premiers départements qui disponibles. Au jour d'aujourd'hui, il y a 45 opérateurs qui travaillent sur notre projet, 7 jours sur 7, en 3-8. Donc ça vous donne la mesure de l'opération, qui, je le rappelle, est d'un montant de 650 000 €. Le contrôle qui est effectué par l'IGN et qui est très rigoureux a identifié très peu de reprises pour le moment, que ce soit en stéréopréparation, en aérotriangulation ou sur le MNT et l'orthophoto, les blocs d'orthophoto qui ont déjà été livrés. Des données donc qui sont disponibles pour la plupart, en tout cas sur vos 2 départements, mais qui sont en cours de recette. Et notamment, les données pour l'instant sont donc à l'état brut et on a une réunion de prévue le 20 juin auquel ont été associés les membres du groupe de travail pour définir les corrections radiométriques. C'est l'harmonisation et le rééchantillonnage des couleurs, des teintes, des luminosités pour avoir quelque chose d'homogène sur les départements et sur la région entière. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous avez un besoin très urgent, on est en mesure de vous livrer des échantillons, des zones test, pour que vous les utilisiez. Mais il faut être conscient que ces données ne sont pas encore complètement vérifiées, pas complètement recettées, et que pour le moment, les corrections de couleurs n'ont pas été effectuées. Donc ça peut vous servir de document de base si vous avez un besoin très urgent. D'ici la fin juin, on aura effectué les corrections radiométriques sur les différentes zones, que je vais réafficher pour mémoire. Voilà. Donc vous voyez les 4 blocs qui sont en bas, donc sur les Pyrénées et sur les Pyrénées orientales et l'Aude sont d'ores et déjà livrés, sont en cours de recette. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la partie qui est en jaune, l'IGN a identifié sur la montagne une douzaine de points qu'ils ont jugés tout à fait légitimement hors caractéristiques techniques, puisqu'on a fixé une précision en altimétrie maximale de 1 mètre, et ils ont trouvé une douzaine de points qui sont à 2 mètres. Donc vous voyez, on est dans ce niveau d'erreur-là qui est tout à fait acceptable. Voilà pour l'orthophoto. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe au sujet suivant ? Oui ?
Bonjour. Bonjour. Je voulais juste savoir qu'est-ce qui avait motivé le choix de créer un orthophoto et un MNT d'une telle précision, surtout quand on sait que l'IGN est en train de réaliser un MNT national avec une précision d'1 mètre. Alors, les spécifications, elles ont été arrêtées en fonction des besoins des utilisateurs. Pour recadrer la situation, en 2008, on a lancé une enquête utilisateur qui nous a permis de générer tout notre programme d'action depuis 2008. Ça s'est traduit par l'achat mutualisé de Scan25, ça s'est traduit par la mise en œuvre d'une base de données d'occupation du sol. Et un des projets qui a été demandé, c'était la création d'une orthophoto régionale à haute définition. Donc ces besoins, ils ont été affinés avec l'ensemble des membres de Sigalair, en consultant donc vraiment les différents utilisateurs pour avoir je dirais, un produit qui soit en adéquation avec le maximum de besoins. Donc il est clair que les agglos auraient préféré avoir encore plus. D'ailleurs, les agglomérations feront toujours des orthophotos sur leur territoire à des résolutions plus importantes. Et la plupart des départements disposaient déjà d'orthophotos à 20 cm et ne se voyaient pas repasser à du 50 cm. Et pour répondre à votre question, pourquoi faire un MNT maintenant alors que l'IGN va le faire? Eh bien non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça, puisque l'IGN, dans le partenariat qu'on a conclu avec eux, assure le contrôle qualité, mais récupère l'intégralité de toutes les données pour leur propre référentiel. Donc le MNT de Sigalair sera le MNT du RGE, ainsi que les points d'aérotriangulation, les points de stéréopréparation. C'est pour ça aussi que l'IGN fait un contrôle très rigoureux, parce qu'ils vont s'en servir tous les jours après, sur le Languedoc-Roussillon en tout cas. Oui. Allô ? C'est moi, oui. Je suis ici. Bon. Ah mais vas-y, oui, pose ta question, vas-y. C'est la technique pour faire le MNT, c'est toujours les... C'est un MNT par corrélation automatique d'image. Ce qui ne veut pas dire que tout est automatique. Hein. Au jour d'aujourd'hui, en fait, à un moment, le prestataire nous avait dit que tout serait prêt en avril. L'IGN n'y croyait pas d'ailleurs, et ils avaient raison. Et en fait, ils étaient partis sur des estimations de MNT et d'ortho qu'ils avaient fait auparavant sur d'autres départements. Et ils étaient partis notamment pour le MNT sur un traitement de 6 km² par jour et par opérateur. Non, 9 km². 9 km² par jour et par opérateur. Au résultat, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à dépasser les 6 km² par jour et par opérateur. C'est pour ça qu'ils ont mis autant d'opérateurs et qui travaillent en permanence. Donc c'est MNT par corrélation automatique d'image. Oui. Juste pour une mise à disposition des données, on s'y prend comment? C'est toujours du LIDAR, c'est ça? Non, c'est pas du LIDAR, c'est un MNT par corrélation automatique d'image. Votre question, oui? Oui, non, parce qu'on avance à la communauté de communes sur notre serveur Carto. Du coup, la photo est très intéressante. Et donc, on est peut-être dans l'urgence dont vous parlez tout à l'heure. Ce que je peux vous dire, dès demain, si vraiment c'est très urgent, on peut vous livrer l'orthophotographie brute, sans aucune garantie qu'il n'y ait pas des erreurs de ci, de là. Je pense qu'il n'y en a pas trop, puisque jusqu'à maintenant, on n'en a pas trouvé beaucoup. Enfin, l'IGN n'en a pas trouvé beaucoup. Il me paraît plus raisonnable d'attendre quand même que les corrections radiométriques soient effectuées. Donc ça devrait être vers fin juin, début juillet, pour les blocs sur l'ODE et les PO. Sachant que sur les petites erreurs qui ont été détectées, moi, pour aller vite, j'ai proposé que toutes ces petites erreurs soient reprises qu'à la fin, qu'à la livraison finale, pour ne pas retarder l'avance des travaux sur le Gard et l'Hérault. Vous voyez que le bloc est énorme. Et sur la Lozère, qui a aussi des besoins urgents. Donc pour l'instant, on se focalise sur la production et toutes les corrections mineures qui seront à reprendre seront reprises cet été. Et donc on aura un produit fini à la rentrée disponible sur le serveur, sur l'IDG, avec possibilité d'extraction, etc. Donc voilà, l'automatisation de la production et des processus d'extraction, on la prévoit pour la rentrée. Mais avec des livraisons provisoires possibles d'ici là. L'extraction se fera à l'échelle d'un territoire du membre, c'est moi, à gauche. Là.
Ah d'accord, je cherchais partout, je cherchais dans la salle. Est-ce que l'extraction se fera à l'échelle d'un territoire ou alors est-ce qu'on peut charger des données hors territoire collectivité? Alors l'extraction se fera par territoire, oui, puisque l'IDG le permet, l'extracteur de l'IDG le permet. Aujourd'hui, les données qui sont déjà téléchargeables sur l'IDG sont téléchargeables par territoire. A priori, rien n'empêche qu'un territoire prenne un territoire plus large que le sien. De toute façon, Sigaler est propriétaire de ces données et donc je pense qu'il n'y a pas de contrainte. La seule contrainte, c'est que pour des grands territoires, je pense qu'on sera obligé de passer quand même par la procédure disque dur parce qu'en image brute, ça fait quand même 9 Tera. Donc, bon, l'ortho fera moins que ça, mais je pense qu'on aura quand même des volumes de données très importants. Et je pense qu'à l'échelon régional, voire un ou deux départements, on ne pourra pas passer par le réseau parce qu'on risque de tout saturer. Là, je suis là. Oui. À quel format seront disponibles les données de l'ECW? ECW, oui, et probablement GeoTIFF. Et donc, la découpe du fichier, ça sera des dalles? Des dalles. Ah, d'accord, c'est pas en fonction des communes ou d'un département entier, c'est vrai que là, même en ECW... Alors, l'extraction sur l'IDG, vous sélectionnez votre territoire, donc la commune, la communauté de communes, ce que vous voulez, les limites administratives, et ensuite le découpage se fait sur les dalles qui sont inscrites sur ce territoire. D'autres questions? Il y a une participation, bonjour, Pascal Costa-Sec, Sud-Roussillon. Il y a une participation pour les collectivités? Alors, le projet a été financé par les principales collectivités, donc régions, départements, beaucoup d'agglomérations et l'État. La seule condition pour avoir accès à l'orthophoto, c'est d'être membre de Sigaler. Donc acquitter la cotisation dont je parlais ce matin de 150 ou 500 €. Alors ça, c'est pour les acteurs publics. Votre question m'amène à aborder un autre sujet qui est quid des acteurs privés. Le mode de financement de Sigaler aujourd'hui ne nous permet pas de libérer la donnée, puisque l'orthophoto peut être quand même aussi mise à disposition du secteur privé, moyennant finance, soyons clairs, et qu'on ne peut pas se priver de ça dans le contexte difficile que l'on traverse aujourd'hui. Il est clair que si dans l'avenir, et je pense notamment à la période 2014-2020 et aux nouveaux programmes européens, nationaux et régionaux, Sigaler était plus pérenne financièrement, les mises à jour de l'orthophoto que l'on compte réaliser tous les 3 ans, donc la prochaine, ça sera dès 2017, il est clair qu'à ce moment-là, notre politique serait de libérer au maximum les données. Mais ça, seule notre sécurité financière nous permettra de le faire. Et juste pour préciser sur le département, le tour de table financier qui était de 80 ou 85 000 € pour le département a été fait entre le conseil général, l'agglomération et le syndicat mixte du SCOT de la Plaine de Roussillon. Donc ce sont les 3 financeurs du département. Quand on parle d'acteurs privés et d'acteurs publics, on parle de statut privé-public ou de mission de service public et d'acteurs privés avec... Je parle de statut plus. Et en fait, pour être tout à fait clair, dans la démarche Dixit, déploiement du très haut débit, exposée par Olivier ce matin, on a présenté notamment à tous les gestionnaires de réseau le produit orthophoto. Et je pensais essentiellement à eux, puisque ça constituerait pour eux un fonds de saisie, un référentiel de saisie très utile. Et puis, je dirais, on examine les demandes au coup par coup. Une demande un peu particulière, je sais qu'il y a des représentants dans la salle. OpenStreetMap nous a demandé de mettre l'orthophoto à leur disposition, non pas pour servir de fond sur OpenStreetMap, mais pour servir de fond de saisie pour les contributeurs, c'est ça, les contributeurs qui saisissent de l'information. Donc c'est une demande qu'on a reçue a priori favorablement.
Donc voilà, beaucoup d'idées qui émergent avec ce nouveau produit. Une question, puisque ça a été fait en partenariat avec l'IGN, et si j'ai bien compris, l'IGN va intégrer l'ortho aussi dans le RGE, vous diffusez sur les mêmes modalités que le RGE, c'est-à-dire les collectivités locales. Donc il y a des collectivités qui vont pouvoir attendre le RGE, et bon, c'est pas quelque chose que je préconise. Non, on est complètement dissocié dans nos modes de fonctionnement avec l'IGN, mais Sigalert, depuis sa création, a toujours été historiquement plutôt tourné vers les acteurs publics, et toutes les données qui ont été mises à disposition par Sigalert ont été toujours mises à disposition de l'ensemble des acteurs publics. D'accord, mais est-ce que l'IGN va dégrader son ortho oui, oui, comme ils font d'habitude, hein. Oui, pardon, je n'avais pas bien compris la question. Oui, oui, l'ortho, donc l'ortho va être intégrée par l'IGN et elle sera dégradée donc à 50 cm pour respecter les spécifications BD Ortho. Sachant que l'IGN pourra vendre aussi l'orthophoto à 20 cm, mais là sur un prix sur barème hors RGE. Et lorsqu'on est un cabinet privé, qu'on travaille pour une collectivité, est-ce qu'il y a un protocole pour accéder aux données? Puisqu'en fait, vous venez de dire que même si on est membre de Sigalert, on ne pourra pas y accéder en tant que cabinet privé. Donc, alors si, deuxième cas, si la collectivité n'est pas membre de Sigalert, il faut essayer de trouver des solutions. Oui. Dans le cas où la collectivité a accès aux données de l'orthophoto, il y a un simple acte d'engagement, c'est tout à fait standard, comme d'ailleurs pour la plupart des données qu'on met à disposition aux collectivités. Si elle n'est pas membre de Sigalert, eh ben je ne sais pas, j'avoue que je ne me suis pas posé la question. Ce qui est sûr, c'est que les cabinets de géomètres auront accès à la donnée, puisqu'on a un accord spécifique avec l'ordre des géomètres experts. Oui, j'ai pas de réponse précise dans ce cas-là. On étudiera selon la demande. Après, c'est le principe de la mutualisation aussi, c'est-à-dire qu'il faut que les collectivités qui veulent y accéder fassent l'effort des 150 €, parce qu'il faut être un peu volontaire aussi, quoi. Donc, il ne faut pas être de mauvaise foi. Quid de oui, c'est moi. Quid de, par exemple, Perpignan-Méditerranée qui a l'orthophoto et qui veut mettre à disposition à ses bureaux d'études privés cette orthophoto? Ça se passe comment? Là, c'est un simple acte d'engagement dans lequel le bureau d'études s'engage à exploiter les données uniquement dans le cadre de... Donc c'est purement interne oui, Aglo. Oui. Il n'y a aucun rapport avec Sigalert à faire remonter un acte d'engagement quelconque? Non. D'accord. Et l'IDG étudie la possibilité, c'est pas encore fait, mais de pouvoir donner, que par l'intermédiaire de l'IDG, les prestataires puissent aller directement récupérer la donnée à partir du moment où, voilà. Mais ça, c'est pas encore, je crois que c'est pas encore opérationnel. C'est pas opérationnel, mais c'est prévu. Et est-ce que vous envisagez de mutualiser votre protocole de création d'orthophoto s'il y a d'autres régions qui expriment le même besoin? Alors, comme je disais, moi je fais partie du réseau des criches de la FIGEO, donc on échange beaucoup. Lorsqu'il y en a un qui lance une opération, il y a un pot commun, un tronc commun. On partage beaucoup, donc oui, il n'y a absolument pas de souci. Nous, tous les documents qu'on a réalisés peuvent être exploités par d'autres plateformes. Et réciproquement, on échange sur tous les sujets, donc il n'y a pas de souci à ce sujet-là. S'il vous plaît. Et les mises à disposition des services de l'État? Alors, l'État étant membre de Sigalert et ayant participé au financement global de Sigalert, les services de l'État auront accès à cette orthophoto et à ce MNT. Alors, oui, chose importante aussi, et ça rejoint la question de monsieur tout à l'heure, en Languedoc-Roussillon, on va être la première région à organiser... surtout avec l'IGN, qui est à l'initiative du projet, le comité de programmation de l'information géographique. Donc il aura lieu le 20 juin, je crois, sous l'égide du SGAR, et c'est aussi justement pour prévoir l'avenir et voir entre les moyens de l'IGN, les moyens de Sigalert,
qui fait quoi en termes d'orthophoto, en termes donc de mise à jour, en termes de, je vais en parler, de référentiel adresse, d'occupation du sol, etc. Donc il y a vraiment une très bonne synergie. Ce comité de programmation, c'est donc avec l'IGN, l'État et la région, et l'État et la région ont souhaité que Sigalert y participe activement, compte tenu de notre expérience. C'est ce que je disais ce matin. C'est aussi vos besoins que l'on pourra remonter à l'occasion de ces comités de programmation. S'il n'y a plus de questions. Plus que 8 minutes. Oui. Je me doutais qu'on passerait du temps sur ce sujet, donc je vais aller très vite sur les suivants. Référentiel adresse, je tenais à vous en parler parce que c'est aussi quelque chose qui peut vous intéresser. C'est un projet qu'on a démarré il y a un peu plus d'1 an. L'idée était de dire, on est parti du constat suivant, c'est que de tous les référentiels adresses existants, c'est la BD adresse de l'IGN qui est la plus performante, la plus exhaustive, la mieux mise à jour, mais néanmoins que ni son exhaustivité ni son rythme de mise à jour n'étaient pleinement satisfaisants. Donc on s'est dit, eh ben on va mettre en œuvre un projet qui va nous permettre, avec certaines collectivités, d'améliorer ce référentiel. Donc on a mis en place tout un protocole de saisie et d'échange avec l'IGN, et on est parti sur 3 collectivités pilotes, la communauté de communes de Bagnols-sur-Cèze, la ville de Sète et la communauté de communes Rosny-Vistre-Vidourle. Et d'une part, on a développé un outil de saisie partagée, et d'autre part, un protocole donc, de remontée d'informations avec l'IGN. Toutes les communes avec qui on a démarré, ça s'est très bien passé. Il y en a d'autres qui nous ont rejoints, notamment la commune de Latte, près de Montpellier. On a 6 communes de la communauté d'Aglo qui devraient nous rejoindre d'ici la fin de l'été. Et donc, notre objectif, c'est à partir du mois de septembre de déployer un peu plus cette aventure en utilisant toute l'expérience qu'on a pu accumuler en l'espace d'1 an. Donc on a les outils, on a la méthodologie avec l'IGN, et on a décidé de recruter un apprenti, de faire un contrat d'apprentissage justement avec l'IUT de Carcassonne qui dépend de l'université de Perpignan. Et donc à partir du mois de septembre, cette personne sera dédiée à l'animation et à la gestion de ce projet, et sera chargée notamment d'aider les collectivités qui voudront se lancer dans cette opération et de faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc notre objectif, c'est d'arriver à une quinzaine de communes vers la fin de l'année. Nous, on assure la cohérence avec les autres régions qui ont des projets similaires, aussi avec le groupe de travail national Adresse qui œuvre sur le sujet. Donc s'il y a des collectivités qui veulent être pilotes dans ce domaine, elles sont les bienvenues, sachant qu'à partir de la rentrée, on aura le dimensionnement nécessaire pour accroître les expériences. Alors c'est un projet un peu particulier par rapport à tous les autres projets de Sigalert, puisque tous les projets de Sigalert ils se font complètement au niveau régional, tous. Celui-là, c'était utopique de vouloir le démarrer au niveau national. Donc le challenge, c'est de partir de quelques communes pilotes et puis au fur et à mesure d'élargir le périmètre. Je regrouperai les questions sur les 3 sujets à la fin, afin de gagner du temps. Troisième thème qui peut vous intéresser, c'est la baie des sols. On a un thésard depuis maintenant presque 6 mois, qui travaille à améliorer la baie des sols qui avait été faite au départ avec l'INRA, qui est vraiment une base de données spécifique, très technique, et du coup sous-utilisée. Donc on a engagé tout un programme sur 3 ans pour simplifier les spécifications et puis développer les usages de cette base de données parce qu'elle est quand même très très riche et que c'est dommage d'en faire une base essentiellement utilisée par les chercheurs. À partir de cette baie des sols, on a aussi prévu des déclinaisons du programme. Il y en a une qui vous intéresse tout particulièrement, que l'on va démarrer dans les jours qui viennent, qui est la numérisation des cartes pédologiques. Et la première carte pédologique qui va être vectorisée, c'est la carte d'Argelès-sur-Mer.
Donc 1000 km², 445 communes. On va démarrer la numérisation dans les jours qui viennent. Et c'est cette zone-là qui va être faite. Et pour vous donner un aperçu de ce qu'on trouve sur la carte, je ne sais pas si c'est très visible à l'écran. Donc voilà, c'est la première qu'on va réaliser et les autres suivront. Si tout fonctionne bien, il n'y a pas de raison. Et donc c'est un sujet aussi auquel vous pouvez participer parce que si vous avez des besoins spécifiques, il ne faut pas hésiter à nous les transmettre. Et dernier sujet, c'est un sujet là très novateur. On pressent une évolution majeure dans le domaine des images satellites. D'un côté, on a un nombre d'experts que nous côtoyons, notamment à la maison de la télédétection, qui parlent de Pléiades, qui parlent de Géosud, qui parlent de Sentinelle. Et de l'autre côté, on a nos utilisateurs, nos membres, qui reconnaissent tous. Alors, on avait lancé une enquête l'année dernière sur les images satellites. Les résultats de l'enquête sont faciles à retenir. Il y avait une centaine de répondants. Il y en a 85% qui disent ne pas utiliser d'images satellites. 85% qui disent vouloir utiliser de l'image satellite. Et 85% qui disent ne pas savoir sur qui s'appuyer pour apprendre à utiliser de l'image satellite. Donc là, clairement, on a un rôle à jouer, nous. Je parlais d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ce matin. Rôle que l'on peut pleinement remplir puisqu'on est à l'interface entre ce nombre des utilisateurs et ce nombre des experts en images satellites. On va avoir des satellites qui vont arriver avec des résolutions de plus en plus fines, 50 cm ou 1 mètre, c'est la BD Ortho d'il y a quelques années. Hein. On a aussi une dynamique porteuse qui est que maintenant tout le monde est habitué à utiliser de l'image satellite à travers Google Earth. Et donc du coup, on a décidé de créer un nouveau groupe de travail. On avait un groupe de travail occupation du sol. Et comme on s'est rendu compte que l'image satellite allait probablement être une des sources d'information pour faire l'occupation du sol, on a fusionné les deux groupes et donc mutualisé les moyens. Donc voilà, il y a plein de satellites qui vont envoyer des images de plus en plus fines, et en plus de ça, avec des capacités de programmation de plus en plus rapides. Donc pour tout ce qui est gestion des risques, c'est bien sûr un atout majeur. Et notamment, on voudrait étudier, là, dans les mois qui viennent, au sein de ce groupe de travail, tout le potentiel qu'il y a pour l'évolution du trait de côte, pour la gestion du littoral, pour la gestion des petits fonds bathymétriques ou de l'évolution du trait de côte. Tout en étant parfaitement conscient que si on veut convaincre vous, les utilisateurs, il faut qu'au final, on propose des choses simples. Pas les traitements d'images satellites complexes qu'utilisent les experts. Voilà, donc un grand défi sur les mois et les années à venir, avec vraiment des nouvelles technologies qu'il faut absolument apprendre à maîtriser, à utiliser, et qui seront vraiment très riches en potentiel. À partir de ces images satellites, on va aussi créer une base de données d'occupation du sol, mais grande échelle. Celle qu'on a aujourd'hui devient obsolète parce que on a tous de plus en plus l'habitude d'utiliser des données très précises. Et donc là, il faut revoir complètement le produit d'occupation du sol. Donc ça, on va le faire avec vous, mais aussi avec les autres régions et avec le groupe de travail national qui traite du sujet. Et donc d'autres projets que je ne vais pas détailler, mais qui tournent autour de tout ce qui est documents d'urbanisme que l'on voudrait fédérer dans l'IDG, tout ce qui tourne autour du littoral, je viens d'en parler avec les images satellites, autour de la forêt avec différents organismes régionaux, se diversifier aussi en créant des applications, des données ou des services qui soient mieux exploitables par les PME qui puissent se l'approprier. Et aussi indiscutablement une thématique pleine de richesse pour notre région, qui est tout ce qui est patrimoine culturel et touristique, et notamment un partenariat avec l'APEM que nous sommes en train de mettre en place autour de cette thématique-là. Voilà, le dernier message que j'ai à vous transmettre, c'est, j'ai balayé très vite, surtout sur la fin, les différents sujets,
N'hésitez pas, si un des sujets ou plusieurs vous intéresse, prenez contact avec nous, vous allez sur les DG, il y a tout pour prendre contact avec nous. Nous, plus les utilisateurs sont près de nous, et mieux on sait comment faire notre métier. Donc on est vraiment en attente de vos besoins et de vos attentes. Voilà, je peux répondre à quelques questions sur les 3 sujets que je viens d'aborder. Oui. J'ai entendu 13 communes. Il y a Serge qui m'a tweeté, qui m'a dit comment faire partie de la liste. Quelles sont un peu les conditions, disons. Il n'y a pas de conditions. Si vous êtes intéressé, on vous décrira le processus, la procédure. On vous dira quelles sont les données en entrée, les données en sortie. On vous expliquera tout. Vous aurez un cahier des charges et puis on vous montrera à ce moment-là. Vous ferez le choix si techniquement c'est réalisable ou pas. Toutes les communes qui se sont lancées, c'est bien sûr un travail important, hein, parce que c'est vérifier toutes les adresses, les ajouter au fur et à mesure, les nouveaux lotissements, les choses comme ça. Mais après, c'est avoir une base de données adresses qui en permanence est en adéquation avec la réalité du terrain. Donc c'est un grand bonheur pour tout le monde. Comme disait tout à l'heure le DGS, c'est un investissement au départ, mais après, c'est quand même, ça facilite la vie d'avoir une base de données adresses à jour. Pour les communes qui l'ont déjà fait, concrètement, c'est des agents des collectivités, c'est pas sous-traité à des non, mais en fait, ils mobilisent leurs agents qui parcourent toute leur commune pour mettre à jour la base. C'était pas pour moi directement, ça tu le sais, disons, nous c'était pour un de mes clients, disons, puisqu'on en a parlé l'autre fois. Donc, voilà. Je suis étudiant donc en master urbanisme, habitat et aménagement durable. J'ai le plaisir d'avoir donc la plupart des organisateurs entre mes profs et la plupart des fois on travaille avec les flux WMS qui sont dans les serveurs à Toulouse, je pense. Est-ce que dans le cadre de l'enseignement supérieur et quand il en a des formations par rapport à l'ESIG, est-ce qu'ils ont l'accès à toutes ces données que vous avez parlé aujourd'hui? La question ne s'est pas encore posée. On ne nous l'a pas encore posée. Je pense qu'au moins l'accès à certaines données, la réponse serait favorable. Nous, on est une association, donc c'est le conseil d'administration qui prend les décisions. Mais donc la question n'a jamais été posée. Moi, je pense qu'elle mériterait d'être posée. Donc si un jour une université pose la question à Cigalaire, le conseil d'administration statuera. Mais en tout cas, c'est pas un non négatif d'emblée. Hein. Chaque année, on fait le test en fait, pour voir qui est membre de Cigalaire ici, dans l'Assemblée. Donc ça serait bien de faire un point là-dessus. En levant la main, peut-être, savoir qui est membre de Cigalaire. Et il reste encore un bon potentiel. Donc cotisation 150 €, 500 €. Non, mais ce qui est important, c'est que la plupart d'entre nous ont du mal à monter sur Montpellier pour justement suivre les ateliers, l'agglomération la première. Hein. Mais c'est vrai qu'on ne suit pas toute l'actualité régionale. Et le fait que Cigalaire descende sur les PO, c'est très intéressant pour justement vous et voir un petit peu l'actualité régionale qui en sort. Et je rappelle que les groupes de travail sont ouverts à tous. Donc si vous voulez voir un peu ce qui s'y passe, vous pouvez très bien voir sur l'IDG quels sont les groupes de travail qui sont programmés, venir à une ou deux réunions pour voir ce qui s'y fait et comment ça se passe. Et d'un groupe de travail, il y a travail, mais ça n'en demande pas énormément. Ça demande des déplacements de temps en temps, de participer aux réunions, de lire les comptes rendus, mais on ne va pas vous demander de rendre quelque chose. Enfin, c'est l'histoire de réunion, quoi. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ok, ben on te remercie Laurent. On applaudit Laurent. Merci. On va passer à l'actualité géomatique, mais plus localement sur le département des Pyrénées-Orientales. Alors c'est Serge qui a dû monter un PowerPoint pour voir un petit peu tous les programmes et tous les projets qui se font autour du partage à données et partage de services. Alors, oui, c'est surtout un peu les nouveautés que j'ai trouvées, notamment par rapport à l'hygiène et à certaines données. Donc,
c'est participatif, hein, donc c'est avec mon point de vue à moi, sur mon travail, donc il y a sûrement des choses que j'ai oubliées, donc je compte sur vous pour nous informer des éléments dont vous avez connaissance. Ah non, mais je ne suis pas sur le bon, là. Si, c'est bon. Je vais y arriver. Voilà. Donc ça, c'était juste un petit graphique pour vous montrer dans les actualités, donc l'évolution des gens qui viennent à la journée aujourd'hui. Donc on voit que c'est à peu près la moitié de collectivités. Dans cette moitié, il y a une autre moitié, enfin, il y a un quart de communes et un quart de PCI. Et puis ensuite, tous les autres sont représentés. Donc là, c'est par ordre d'importance. Donc après, il y a l'État, les associations, les prestataires, universités, communes, etc. Voilà, donc ça ne change pas d'une année sur l'autre, à peu près le rapport est à peu près le même. Donc sur les données hygiène, on a quelqu'un de l'hygiène dans la salle, mais qui n'est pas spécialisé dans la mise à jour des données, on en a parlé à midi. Et je n'ai pas réussi à récupérer les informations sur les données locales, et j'en ai eu l'explication, puisque la personne qui s'occupe de ça à l'hygiène est en congé maternité, et a priori, sur les informations fines de mise à jour, c'était la seule qui avait des informations. Donc on en aura peut-être d'autres. Alors j'ai juste fait un tour sur le site de l'hygiène pour voir les évolutions éventuelles par rapport à l'année dernière. Donc sur l'orthophotographie, on voit bien que c'est celle de 2012 qui est prévue, et donc c'est bien celle sur la région qui est produite par Sigueler. Donc là, pas de surprise. Là, c'est pour vous montrer en exclusivité un petit bout de la nouvelle ortho. Là, c'est sur Péziers-la-Rivière. Donc là, c'est celle de 2009 du SCOT de la Plaine du Roussillon. Et là, c'est la nouvelle donc, qui est géoréférencée à Louchet, dans Régis, parce que c'était juste une image. Donc on voit certaines évolutions, des bâtiments et des lotissements en plus. Donc voilà, là c'est pareil, il n'y a pas de travail de colorimétrie encore, ce sont vraiment des images brutes. Donc sur la BD Topo, donc, des questionnements sur la mise à jour en continu. Moi je ne sais toujours pas dans les PO comment se fait la mise à jour en continu de la BD Topo. Alors si j'ai bien compris, en fait c'est uniquement les agents de l'hygiène qui font cette mise à jour, contrairement à d'autres départements où les SDIS par exemple sont partie prenante ou d'autres partenaires. Sachant que l'hygiène met à disposition de certains de ses partenaires, enfin, ou de tout le monde, je ne sais pas, une plateforme qui s'appelle Repart, et qui permet une remontée d'informations sur la BD Topo. Voilà, donc c'est plutôt pour les organismes qui ont un besoin très précis opérationnel sur ce type de données-là et qui ont besoin d'avoir les bons objets aux bons endroits. Moi, par exemple, ça me concerne un peu moins sur les données thématiques parce qu'on n'a pas forcément besoin de ce niveau de précision, mais les SDIS, par exemple, ont besoin d'avoir, quand ils vont secourir quelqu'un, il faut que ce soit la bonne adresse ou il faut que ce soit la bonne rue. Voilà, donc dans les PO, pour l'instant, a priori, il n'y a pas de partenaire avec l'hygiène, vraiment comme ça peut se faire ailleurs. Et donc, à ce propos-là, j'ai une réunion avec le SDIS dans les jours qui viennent, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, et on doit parler de ces éléments-là. Donc il faut parler aussi de la BD Forêt, puisque maintenant l'hygiène a fusionné avec l'IFN, donc avec l'inventaire forestier national. Donc la BD Forêt qui a une version 2 qui n'est pas encore disponible ici sur les PO, qu'on peut visualiser en ligne, mais bon, pas sur les PO. Par contre, la version 1 est disponible en visualisation uniquement, on ne peut pas télécharger, sur les Pyrénées-Orientales, donc ça peut quand même donner des informations, même si on ne peut pas l'intégrer dans notre SIG. Donc là, dans le PowerPoint, il y aura tous les liens quand vous voudrez le récupérer. Donc sur les cadastres, donc comme sur la BD parcellaire, ça c'était l'image de la documentation hygiène l'année dernière et cette année, donc ça n'a pas bougé. Donc a priori, il n'y a pas eu de mise à jour de la BD parcellaire, sachant qu'il y a, on va en parler juste après, des projets de fusion, d'union des bases cadastrales. Donc dans les Pyrénées-Orientales, voilà la carte actualisée des données vectorisées qui sont ici en rouge, avec une trame rouge. Et donc il y a 2 conventions qui sont proches d'être finalisées. Donc là je relis le mail que m'a envoyé Patrick. Donc les travaux donc normalement auront lieu en 2013, 2014, 2015. Donc ça concerne l'agglomération de Perpignan avec Cals, Montnay, Vingros, Poules et Cassagne, et la communauté de communes du Conflans avec toutes les communes de la communauté de communes. Donc je ne les dis pas toutes. Donc je te laisse la parole si tu veux dire par exemple l'évolution à combien on a de communes. L'année dernière je crois qu'on était à 145 communes vectorisées.
En fait, il y a plusieurs chaînes de production pour la vectorisation du plan cadastral. On fait du plan neuf, donc bien sûr, là, ce n'est pas la plus grande partie. On arrive à faire 1 ou 2 communes par an, donc les livraisons sont des plans numériques directement, donc précision 10 à 20 cm. Vous avez la vectorisation en interne au cadastre, donc c'est quelque chose qu'on fait en plus. Ce n'est pas notre hiérarchie qui nous le demande, donc c'est quand on a un moment, on le fait. Donc on arrive à faire en interne 4 à 5 communes. Et ensuite, on a les vectorisations financées par les collectivités locales. Ça peut concerner donc les plans refaits sont quasiment tous en mode vecteur dans le département. Donc, ce qui reste à faire, vous le voyez sur la carte, c'est plutôt le centre, autour de Prades. Et on a donc la communauté de communes du Conflent qui va lancer bientôt donc la vectorisation. Il y a 25 communes. Et donc voilà, disons qu'on peut compter sur 10 communes en interne chez nous. Et donc là, tant qu'il y a du monde au cadastre, donc il y aura ces 10 communes-là. Et après, c'est sur la demande des collectivités locales, quand elles sont encore en mode image, leur planche. Voilà, on a fait le tour. Merci. Oui, parce qu'en fait, la brigade du cadastre, comme partout d'ailleurs, est fortement réduite. De 9, on passe à bientôt 4, voilà. Donc on n'est pas à 10% par an. Donc sur le cadastre, je voulais revenir sur la journée qui a eu lieu l'année dernière sur les cadastres en général qui a eu lieu à Carcassonne. Donc là, j'ai repris la dernière diapo de Laurent qui avait fait un petit peu une synthèse de ce qui avait été dit sur le fait qu'il y ait 2 solutions cadastrales qui existent actuellement et qu'il y a une forte volonté de la part de l'État, enfin de la DGFiP et de l'hygiène d'unifier ces 2 cadastres. Donc c'est une base qui s'appellerait la RPCU. Je ne sais plus ce que ça veut dire.